Bonjour à tous, je suis assez heureuse de vous voir aussi nombreux sur le stand de l'Ordre des architectes. Aujourd'hui, comme le disait Frédéric, une journée assez importante pour nous qui concrétise une démarche du Conseil régional des Hauts-de-France. Cette démarche s'appuie en fait sur je vais vous donner un petit peu la genèse des choses, sur un groupe de travail de la transition écologique mené par Delphine Desaubry, qui est ici notre vice-présidente. Et en fait, ce groupe de travail s'est saisi d'une opportunité. En fait, l'Ordre national nous a confié en fait, la possibilité en région d'illustrer le plaidoyer qui a été mis en place. Et nous avons décidé, pour illustrer un des points de la transition écologique, de travailler sur une charte. Cette charte, en fait, vise, par son titre, à viser le bâti bas carbone. Ce bâti bas carbone, comme vous le savez, est quand même l'enjeu des années à venir de notre métier, mais aussi le sujet principal des élus, des habitants, et également de tous les partenaires qui sont ici présents, et bien d'autres aussi. Donc je vais vous laisser en tout cas aussi expliquer par Delphine exactement comment cette démarche est mise en place et les grandes questions en fait de cet outil visé par cette charte. Et ensuite on passera à la signature officielle du document. Delphine Desaubry, 1, 2, 3. 1, 2, 3 soleil. Delphine Desaubry, qui est la vice-présidente de l'Ordre des architectes dans les Hauts-de-France, qui a piloté un petit peu le travail là-dessus. Alors comment ça s'est construit, Delphine, ce document ? Bonjour à tous. Donc ce document, cette charte pour un bâti bas carbone, s'organise sur 2 volets. Le premier volet, ce sont les questionnements qui nous ont été remontés par les collectivités ici présentes. Donc c'est des collectivités pilotes, c'est-à-dire qu'elles se sont déjà engagées sur ce sujet précédemment, elles se sont déjà posé des questions, mais elles ont aussi rencontré des freins à la bonne application de ces démarches vertueuses. Nous, ce qu'on a souhaité, c'était faire le lien entre ces questionnements qui restaient un petit peu en suspens et un certain nombre de ressources qu'on a identifiées sur notre territoire des Hauts-de-France. Des ressources qui étaient déjà existantes, mais qui manquaient un petit peu de visibilité, qui manquaient un petit peu d'un trait d'union pour pouvoir rejoindre ces acteurs de terrain que sont les collectivités qui sont avec nous aujourd'hui. Donc ce document, il s'organise une page de gauche, les questions, et une page de droite, les ressources que l'on a identifiées et que l'on a fléchées directement pour permettre à ces collectivités d'avancer dans les projets qu'elles vont mener dans l'année à venir. Alors aujourd'hui, c'est un point de départ de cette signature, de la constitution de ce réseau et de ces partenariats. On souhaite vous donner rendez-vous dans un an, les mêmes acteurs, pour faire le point sur la manière dont vous vous êtes approprié ce document, approprié ces ressources et comment est-ce que vous avez pu améliorer la qualité des projets que vous menez dans vos territoires sur ces questions-là. Merci. L'Ordre des architectes n'a pas fait seul, Delphine vient de le dire, on s'est appuyé, on a parfois même pillé un peu les ressources de nos partenaires. Je me tourne vers Frédéric Silz. Le CD2E, c'est un outil un peu particulier, un peu atypique dans la région. Et du coup, on retrouve de nombreuses références dans le document. En quoi le CD2E va être utile à cette démarche ? Alors d'abord, en fait, c'est une... Pillez-nous, en fait, nous on est fait pour ça, en fait. Vous savez, copier c'est gagner, donc travailler, accompagner les collectivités, être présent auprès de l'ordre pour donner de la ressource en fait aux acteurs avec qui vous travaillez, ça fait vraiment partie de notre dynamique. Alors, qu'est-ce que c'est le CD2E ? Puisque le CD2E c'est un acteur unique en région, il y en a d'autres en fait qui font partie du réseau bâtiment durable en fait en France. Et le CD2E est un accélérateur de la transition écologique dans le bâtiment, les énergies renouvelables et l'économie circulaire. Donc, on a 20 ans, donc vous voyez, on n'est pas tout neuf. Ça veut dire qu'on a accumulé de la ressource en fait sur ce sujet depuis déjà très longtemps et on a des collaborateurs qui accompagnent en fait 3 types de clients. D'abord en fait les collectivités en fait et les établissements publics. Ensuite on accompagne les bailleurs et les promoteurs parce qu'ils sont acteurs en fait aussi sur les territoires et je pense à madame en fait j'en ai beaucoup dans votre territoire qu'on accompagne. Et puis évidemment il y a beaucoup de Frédéric en fait aujourd'hui j'ai vu en fait qui sont présents. Et puis évidemment on travaille aussi les acteurs, les éco-entreprises parce qu'il ne suffit pas en fait on accompagne aussi des acteurs. Nous, on va essayer de travailler encore plus ensemble en fait, avec l'Ordre des architectes, mais on accompagne aussi les bureaux d'études. Donc, vous voyez qu'on est présent sur toute la chaîne pour accompagner le bâtiment durable en fait, sur l'ensemble des thématiques sur les territoires. Voilà. Avec un espace démonstratif, démonstrateur dans le Pas-de-Calais, je crois.
Alors, avec un espace, nous, on est basé à Los-Angeles, on travaille pour toute la région Hauts-de-France et on a 3 démonstrateurs. Alors, un démonstrateur de 800 mètres carrés sur le bâtiment durable, un démonstrateur 2.0, dans lequel vous avez en fait un ensemble de ressources en fait, auxquelles peuvent accéder l'ensemble des acteurs, notamment les collectivités, qui peuvent en fait découvrir en fait les problématiques du bâtiment et ensuite se former sur ces sujets. Évidemment, les élus, mais aussi les collaborateurs en fait, qui travaillent en fait, dans les mairies, dans les agglos, etc., qu'on accompagne sur ces sujets, se former et être accompagné notamment sur des projets. Un deuxième démonstrateur qui est une maison de l'ingénieur qui a été maison de l'ingénieur des mines qui a été refaite et dont on a divisé les consommations par 10 et qui permet effectivement de voir comment fonctionnent les biosourcés, puisque évidemment on ne va pas rénover avec les matériaux d'hier en fait aujourd'hui, on va rénover avec des biosourcés qui sont des biosourcés régionaux en fait, le lin, le chanvre, la paille, tous des objets en fait qu'on trouve chez nous. Il y en a d'autres, hein, du miscanthus et d'autres choses, mais en tout cas on a travaillé sur ces objets. Et puis dernier démonstrateur, le plus grand démonstrateur d'Europe sur les panneaux photovoltaïques, qui fait l'équivalent de 2 terrains de foot, sur lequel évidemment vous pouvez découvrir le solaire et comment il fonctionne, à la fois pour le chauffage, mais aussi pour la partie en fait production d'eau. Voilà. Ça donne envie. Stéphane Couder, quel est l'intérêt du CEREMA dans cette démarche et son apport, on le mesure au travers des différentes ressources qui sont pointées, mais qu'est-ce qui intéresse le CEREMA et cette grande machine ? Alors, grande machine, effectivement, le CEREMA, c'est un établissement public qui, depuis la loi 3DS, donc depuis une petite année, est désormais co-gouverné par les services de l'État et par les collectivités, par un système d'adhésion des collectivités au CEREMA. Le CEREMA, il peut intervenir sur ce secteur à 3 niveaux. C'est d'abord un organisme expert et une expertise transversale, c'est-à-dire qu'il ne va pas se contenter de travailler en silo, comme ça a été souvent les choses, et que approche que la transition énergétique et climatique nous oblige à prendre une vision transversale de ces expertises. Deuxièmement, il va être capable, justement par sa proximité acquise depuis quelques années maintenant, mais confortée par la nouvelle gouvernance du CEREMA, il va être capable de conseiller directement les collectivités pour élaborer leur cahier des charges, parce que finalement, tout commence par l'expression de la volonté du maître d'ouvrage. Une fois qu'il l'a comprise en s'acculturant à la problématique de la transition écologique et en voulant appliquer, en se convainquant d'appliquer ces effets sur ces différentes décisions, le CEREMA va être capable de l'accompagner pour créer des cahiers des charges qui vont inciter à la mise en place d'équipements verts, d'équipements durables. Troisième niveau qui est moins connu et qui est plus proche de ce que vous venez de décrire, qui peut aider aussi et qui l'a fait déjà notamment dans le domaine du chanvre, récemment dans le bassin minier. Et il faut se souvenir que le CEREMA, c'est aussi l'héritier des lointains laboratoires des ponts et chaussées, mais dont il a gardé les paillasses, il a gardé les laboratoires, et il est capable de faire des mesures. Le CEREMA, c'est un établissement expert, c'est un établissement d'évaluation et de fabrication de cahiers des charges, mais c'est aussi un établissement qui mesure et qui évalue la performance des matériaux. Et c'est important parce que ces matériaux, une fois qu'ils sont évalués, peuvent commencer à rentrer dans des régimes de certification qui arrivent à convaincre les maîtres d'ouvrage sur tous les niveaux. Quand on isole, par exemple, il faut faire attention à la qualité de l'air intérieur, il faut faire attention aux effets induits et des fois inattendus que peuvent avoir certains matériaux. Il faut prendre le temps de les évaluer. Et le CEREMA peut y contribuer. Voilà, le CEREMA travaille sur ces 3 niveaux avec une volonté chevillée au cœur, c'est tant que le climat changera, le CEREMA agira et il sera là tout particulièrement auprès des territoires et des collectivités. Belle formule. Les CAE sont déjà traditionnellement auprès des collectivités, c'est même l'une des missions un peu fondatrices des CAE. Quels vont être un petit peu le regard, les apports, l'accompagnement du CAE sur cette démarche ? Grégory Villain, qui est le secrétaire général des CAE de la région Hauts-de-France. Merci Frédéric. Donc, tout d'abord, il faut rappeler que les CAE, donc les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, sont nés dans le cadre de la loi sur l'architecture de 1977. Donc on a quand même 40 ans d'expérience et de pratique des territoires. On a souvent effectivement des paysagistes, des architectes et des urbanistes qui connaissent chaque recoin du territoire. Et c'est vrai que dans des logiques de conseil, de formation et d'information, c'est un atout qui est indispensable. Car très souvent les maires connaissent très très bien leur commune, mais un petit peu moins les outils pour les faire évoluer. Donc on est des experts, donc on est dans la sensibilisation, la formation,
Donc on peut aussi proposer tout type, je dirais, d'outils de formation et de sensibilisation aux élus à travers des ateliers, des formations. On a aussi, on va aller sur site, c'est-à-dire qu'un élu a un problème ou un projet, il peut consulter un des CAUE des Hauts-de-France. Et il y a bien un technicien, donc un expert qui viendra sur site dans les 3-4 semaines qui suivent. Sinon, un petit peu, je dirais, comme mes voisins de droite, ça a été dit, mais la question de la commande publique, elle est quand même fondamentale dans le chaînon de production du projet. Si à un moment donné, on arrive à intégrer des indicateurs qui permettent de transcender justement cette transition, on peut aussi nous accompagner jusqu'à la rédaction du cahier des charges. On a des cahiers des charges types. Je pense par exemple à la Petite Ville de demain. On travaille sur tous les CAUE travaillent sur les petites villes de demain. Et on est sollicité par ces communes pour consulter des bureaux d'études. Alors en général, c'est lié à l'aménagement du territoire, pour redonner des indicateurs importants pour la transition écologique. Sinon, pour conclure, simplement, aujourd'hui, on investit aussi la question du recyclage et du réemploi. Mais on souhaite le faire en rappelant quand même que les CAUE sont nés dans le cadre de la loi sur l'architecture. Donc si l'architecture, finalement, c'est l'art de bâtir, on doit quand même être très attentif à l'esthétique, à toujours être attentif à produire une émotion. On pense par exemple à Encore Heureux, l'agence d'architecture, à Philippe Samin, qui est intervenu sur le Conseil de l'Europe, où vraiment le recyclage, c'est pas juste recycler, c'est pas juste se réapproprier, c'est aussi créer des émotions. Voilà. Donc on investit tous ces champs-là en essayant d'être à l'avant-garde en permanence. Une attention également sur les paysages, on le voit souvent sur les fiches qui sont diffusées auprès des élus locaux. Il faut toujours resituer son projet dans un contexte plus global, ça c'est certain. Oui. Merci de votre engagement. Je vais me tourner vers Madame Quignon, qui est la maire de Montdidier, charmante bourgade de 6000 habitants, je crois, dans l'est de la Somme. On expérimente des choses à Montdidier depuis longtemps déjà, autour effectivement de la question énergétique, par exemple. Oui, tout à fait. Nous avons commencé en 2001. On a la chance d'avoir une régie de production électrique. Donc, on est capable de produire pour notre propre compte, ce qui est déjà un vrai atout. Et très tôt, on s'est penché sur comment diversifier la production énergétique pour ne plus être dépendant du nucléaire. Au départ, ça a été notre base. On a fait donc un premier parc public éolien, premier réseau de chaleur bois de Picardie à l'époque, premier panneau photovoltaïque dans des sites classés à l'époque. Donc, tout ça, on était en pointe, mais à un moment donné, il nous manquait un maillon. Et ce maillon, c'est bien de produire, mais il faut aussi maîtriser sa consommation. Il a donc fallu travailler sur la réhabilitation de bâtiments publics. Et à l'époque, on avait du mal à trouver des gens qui fassent de la réhabilitation par l'extérieur, par l'intérieur, avec de bonnes performances. Il fallait structurer cette filière. Et j'avoue que je suis très contente qu'il y ait cette charte qui puisse être signée, parce qu'elle va venir en appui aux élus qui se posent des questions. Elle peut venir aussi étayer des fois des choix dont on se dit « est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas ?» Ça coûte tant, mais finalement, je l'amortis sur combien de temps et quel est le résultat in fine. Et je me dis que finalement, nous sommes 22 ans plus tard, quand j'entends tous les partenaires qui se sont constitués, qui aujourd'hui peuvent rendre compte et accompagner, c'était des premiers pas des précurseurs. Demain, nous serons une multitude de précurseurs. L'intérêt de la charte, c'est de contribuer à dynamiser les filières locales de production. Ça permet de soutenir l'activité des entreprises qui ont besoin, elles aussi, de réformer parfois leurs pratiques, d'en apprendre de nouvelles et du coup d'assurer pour demain d'autres métiers. On ne va pas s'endormir sur les lauriers alors. Non, jamais. De toute manière, c'est pas fini. Là, il y a un musée à faire. C'est un vieux bâtiment du prieuré dans un site classé. Qu'est-ce qu'on va en faire, hormis l'idée? Est-ce qu'on refait tout à neuf? Ou est-ce qu'on le garde dans son jus en tentant d'utiliser peut-être des moyens qu'on connaît aujourd'hui pour qu'il soit quand même plus performant thermiquement, mais qu'il ne perde pas non plus son cachet. On en est là aujourd'hui. Merci Catherine. Monsieur Krasno représente la mairie de Denain, il est adjoint au maire. Alors à Denain, on a emmené le curseur très très loin. Vous m'avez parlé tout à l'heure d'un projet à 2040 ou 2050, c'est un engagement sur le long terme. Oui, nous sommes engagés déjà depuis quelques années dans la rénovation énergétique, mais nous avons trouvé que ce n'était pas suffisant. Donc nous avons adopté il y a quelques temps comment je vais dire ça ?
Nous avons posé les fondements d'une stratégie de résilience à l'horizon 2040. Stratégie de résilience qui va se décliner autour de 3 axes. La résilience climatique, la résilience énergétique et la résilience alimentaire. En quelques exemples pour illustrer ceci. La résilience climatique avec la renaturation. Nous avons lancé une étude de renaturation de la ville complète. Donc on va dans un premier temps axer cette renaturation sur les cours d'école, les 2 cimetières et les entrées de ville. Ensuite, nous proposons une aide à l'achat de récupérateurs d'eau, de composteurs, et on accompagne les porteurs de projets, les gens qui déposent des permis dans l'utilisation et l'emploi de matériaux bio et géosourcés, donc, ce qui n'est pas simple au départ. Ensuite, concernant la résilience énergétique, nous avons un réseau de chaleur urbain que nous utilisons pour chauffer une 12aine de bâtiments communaux. Donc à terme, ce serait de relier ce réseau à toutes les écoles de la ville. Il y en a 15. Voilà, c'est le gros sujet. Et ensuite, dans la résilience alimentaire, nous nous sommes rendus compte qu'au niveau de la cantine, un exemple tout simple, il y avait énormément de déchets. Donc là, nous avons adopté un principe, tout ce qui n'est pas consommé est redistribué dans les quartiers par le biais de distributeurs. Voilà en gros quelques exemples où nous sommes engagés. Des exemples très circulaires, l'objet étant effectivement de maîtriser le développement à l'échelon local. Il y a des enjeux forts également à Saint-Quentin, des enjeux patrimoniaux, des enjeux économiques, sociaux. Du coup, il y a des chantiers nombreux qui sont engagés là aussi depuis longtemps. On peut avoir un petit panorama rapide, Madame la maire Frédérique Macarès, que je remercie de sa présence. Voilà, donc Saint-Quentin qui est une ville urbaine avec des communes rurales autour. Je salue les maires ruraux autour. Et on partage un peu cette même volonté sur des sujets qui sont à fort enjeu, à forte transition aussi, de pouvoir être bien accompagnés. Parce qu'on a des bâtiments en nombre très important. Et on doit pouvoir faire les choses dans l'ordre, de façon aussi intelligente. Et donc moi, je voudrais saluer l'initiative de l'Ordre des architectes avec l'ensemble des partenaires, parce que la question de l'ingénierie et de l'outillage, de l'aide et du conseil pour les communes, c'est quelque chose de très très important. Parce qu'un maire est souvent seul. Voilà. Et on est aussi sur des compétences techniques, même quand l'intercommunalité est là, il faut pouvoir avoir les compétences dans nos services sur des métiers en forte transformation. Alors, sur notre territoire, 250 bâtiments de différentes époques, donc un peu comme partout, donc les enjeux vont être assez différents. Donc on bâtit des stratégies patrimoniales, essayer de prioriser aussi là où c'est le plus intéressant pour les utilisateurs, pour l'argent public également. Et puis, comme mes collègues, on est dans une région qui est une région agricole. Tout ce qu'on pourra faire pour aussi permettre l'arrivée de nouvelles filières, j'entendais tout à l'heure le chanvre, le lin, la paille également, ça me semble être quelque chose qui va dans le bon sens pour les utilisateurs, mais aussi pour des filières économiques à soutenir et bien sur le plan local. Et c'est un peu nous qui peuvent être à la manœuvre, parce que nous, on peut expérimenter, on peut essayer. On a le droit de dire que peut-être ce ne sera pas parfait dans un premier temps, mais si nous, au travers de notre commande publique et des critères que l'on met, on ne lance pas les opérations, il ne pourra jamais y avoir non plus l'émergence de filières. Donc on a vraiment un rôle clé aussi à jouer dans cette expérimentation et dans le partage d'expériences entre élus pour faire en sorte que ça puisse arriver sur un volume très important. Donc de belles perspectives sur des enjeux très forts, avec toujours les questions de financement aussi, puisqu'on ne peut pas aller plus vite que la musique et on ne peut pas non plus endetter trop nos communes. Avec également la particularité à Saint-Quentin d'avoir un patrimoine art déco assez dense. Je crois qu'il y a une initiative annuelle qui valorise un petit peu tout ce qui est fait autour de l'art déco. Le printemps de l'art déco, on doit être partenaire avec d'autres territoires aussi, puisqu'on a une vingtaine de territoires partenaires sur les Hauts-de-France. Et c'est quand ça, le printemps de l'art déco ? Eh ben, c'est au printemps. Voilà. Okay. Rendez-vous au mois d'avril à Saint-Quentin. Pardon, j'ai pas la date exacte encore, mais entre mars et mai, souvent sur 2 mois, on a des initiatives. Merci à vous. Merci. Madame Delaporte est une jeune adjointe au maire à Roubaix. Alors Roubaix, ça fait déjà quelques années que la commune est engagée effectivement dans des trajectoires, dans des projets un peu vertueux. Vous, votre objet, c'est plutôt la partie déchets. Dites-en-nous un peu plus. Alors bonjour, merci beaucoup. Alors oui, je suis adjointe au maire au zéro déchet, mais aussi tout ce qui est bâtiment et maintenance.
C'est vrai que dans 2014, on a commencé le zéro déchet où la commune a avancé. C'est muni de partenariat avec les autres communes de la métropole et où on avance ensemble. C'est toujours une histoire de faire ensemble parce que tout seul, on n'y arrive pas. Donc on vit des choses incroyables. Le zéro déchet nous a amené progressivement à l'économie circulaire. Avec un engouement sur Roubaix, notamment sur une entreprise qu'on a rachetée, Tissel, qui est un vivier des entrepreneurs de l'économie circulaire, avec notamment le parpaing qui utilise les déchets du BTP, qui les retransforme et qu'on peut réutiliser. Et même au sein de la ville, on est en train de retravailler avec eux, par exemple, sur les sanitaires des écoles, où on doit faire ça régulièrement. En fait, on se rend compte que nos sanitaires, il faut juste un bon coup de nettoyage et de décapage et qu'on pourrait les réutiliser au lieu d'en racheter des nouveaux. Donc vraiment, on est amené à construire ensemble, que ce soit avec l'éducation, avec le sport, sur tous nos bâtiments. Et nous avons aussi le couvent des Clarisses, qui est la maison du zéro déchet et de l'économie circulaire, où on expérimente des choses. Alors des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Le but, c'est de partager en fait notre travail pour que tout le monde puisse le faire. Et on est aussi partenaire du booster du réemploi, donc qui nous accompagne avec le CD2E que je rencontre depuis quelques temps souvent. Donc voilà, c'est vraiment une belle aventure et je suis vraiment contente de participer à la signature de cette charte. C'est vraiment un honneur pour moi.